Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Maëlle Copet, donc je vous parle en direct de Nantes. Mais je vous parle en tant que présidente du RTES. Donc, ce réseau que vous connaissez. Donc, je ne vais pas vous faire une grande présentation du RTES. Peut-être vous dire qu'on est là jusqu'à 15h30, que si vous voulez intervenir, je pense que tout le monde sait comment faire maintenant, il y a les chats, les trucs, pour demander la parole. On essaie de couper son micro et puis moi, j'avais envie de vous dire à quel point il est important qu'on échange ensemble. J'ai pas mal d'attentes en fait sur ces échanges-là, parce que je pense que plus que jamais, dans cette période du Covid, on a vu les organisations, les associations, les entreprises, les structures de l'économie sociale et solidaire répondre présents sur nos territoires dans différents domaines, mais aussi souffrir dans cette période-là. Je pense que chaque métropole qui s'affiche aujourd'hui sur l'écran a su accompagner pendant la crise les acteurs sur les territoires. Et puis maintenant, on rentre dans une nouvelle période, dans une nouvelle étape, qui est celle des plans de relance. Voilà, quelle place vont avoir les acteurs de l'ESS, mais plus largement l'économie sociale et solidaire dans nos différents plans de relance. J'allais dire que les métropoles ont peut-être aussi vécu de plein fouet en fait l'importance de la localisation, de la relocalisation d'une économie de proximité. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous aviez déjà conscience de ça. Probablement que ça va être un accélérateur dans les plans de relance. On verra ça avec le témoignage des métropoles à suivre. Probablement aussi, on va avoir un certain nombre de liens autour d'une économie plus résiliente. En tout cas, on est passé d'une espèce de transition à la notion de résilience. Et ça tombe bien parce que les solutions qui sont développées par l'économie sociale et solidaire ont souvent été portées par des pionniers en la matière. Et puis, il y a un gros enjeu qu'on a un peu de mal à mesurer aujourd'hui, en tout cas sur le territoire où on s'attend et on craint le pire, notamment sur le volet social. Et voilà, et la crise sociale qui s'annonce, on a eu aujourd'hui besoin d'échanger, je pense, de rentrer en coopération aussi, d'avoir des intelligences un peu collectives entre nos différents territoires et collectivités pour savoir comment on va faire face aussi à ce besoin de solidarité. Et là aussi, les acteurs et l'ESS ont une part de la. Avant de commencer, moi, avant d'entendre le témoignage de Bordeaux, de Rennes et donc pas de Lille. Non, pas de Lille. Moi, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon des métropoles parce que c'est vrai que on est en plein dans voilà, des élections post-Covid. Voilà, les calendriers aussi sont un peu. Je pense qu'on est tous à peu près dans les mêmes trucs. On a entendu que Lille venait d'élire son exécutif, Lille Métropole, venait d'élire son exécutif. Nous, par exemple, la Nantes Métropole, ce sera demain, dès demain matin. Pour vous faire un tour d'horizon politique, c'est-à-dire que tout change et rien ne change, c'est-à-dire qu'on a une forte poussée voilà, des écologistes qui, dans différentes communes, mais finalement, en fait, il y a aussi quelques communes qui alternent à droite. Donc finalement, en fait, ça s'équilibre et on n'a pas vraiment enfin, voilà, on a une certaine continuité politique qui s'inscrit depuis 30 ans ou 40 ans à gauche et avec un rassemblement avec les écoles. Voilà, ça c'est pour Nantes Métropole. Vous dire aussi que sur le Covid, nous ici, on a été, moi peut-être que c'est un peu maladroit, mais finalement peu touché par le Covid. Ici, on a eu un certain nombre de malades et de victimes aussi, mais comparativement à d'autres métropoles plus à l'est, plus au nord, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre. Par contre, on a, comme partout en France, on a à faire face à la révolution économique et voilà, on sera un peu plus créatif sur les, en tout cas sur la première année de mandat, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de diagnostic
de voir un peu où on en est sur les impacts économiques et sociaux. Et en gros, tout ça, on pourra vraiment le mesurer qu'en septembre, octobre, novembre. On sait déjà, enfin, on pressent que les politiques publiques vont être largement sollicitées sur les questions de solidarité. Voilà, ça c'était le tour d'horizon nantais, nantais. Vous m'entendez? Super. Donc en fait, à Nantes, vous avez 2 élus. Une élue à l'économie sociale et solidaire et l'autre à l'innovation sociale, l'économie circulaire et les déchets. Voilà. Et je réfléchis s'il y a d'autres. Et dans les autres communes de la métropole? Alors, a priori, il y aurait d'autres. Il y a 4 ou 5 autres conseillers municipaux dans lesquels soit on est rattaché, enfin, on a, je dirais, le titre économie sociale et solidaire, soit on a, un petit peu comme tu l'as dit, à Lille, cette espèce de délégation autour de l'économie durable, enfin, où là, on sait qu'on peut, forcément, à travers le en tout cas, à travers des dossiers, entrer en contact et avoir un peu de force pour travailler. Ok, voilà. Et il y aura au niveau de la métropole une délégation? Probablement. C'est devenu une coutume. C'est-à-dire que ce serait très bizarre. Mais on verra ça demain, suspense. Mais c'était une des premières métropoles. La première métropole, je pense, à la délégation. Super. Voilà, ça c'est pour Nantes. Peut-être passer la parole, je sais pas, qui a envie de se lancer dans cet exercice un peu bizarre. Bordeaux? Ouais. Oui, encore que je vais parler pour l'instant avec que des je ne sais pas, puisque les adjoints à la mairie de Bordeaux, donc nous, la mairie de Bordeaux a donc basculé sur une liste écologie PSPC. Donc, c'est vraiment une union gauche assez large, sans France Insoumise, puisqu'il y aura 3 élus d'un groupe Bordeaux en lutte avec Philippe Poutou. Et donc, ça va être une majorité avec un maire écolo. Les adjoints, pour l'instant, n'ont pas été nommés. C'est demain matin. Donc, on saura, voilà, parce que ça a été un peu la surprise pour tout le monde, à commencer par le maire élu. Du coup, je crois qu'il n'avait pas tellement anticipé ses délégations, ou en tout cas pas complètement bouclé. Et donc, on aura demain un conseil municipal pour la nomination des adjoints. Et concernant la métropole, qui va avoir un paysage un peu particulier, puisqu'on a, alors à 1 ou 2 sièges près, mais en gros, je crois qu'il y a 28 élus écolos, je crois que c'est 31 PS et 32 divers droites, toute la droite. Droite et République en marche. Donc, du coup, là, c'est un peu les grandes manœuvres, je crois, et les grandes discussions pour savoir quel président on va avoir. Sachant que le débat tourne beaucoup autour de la question de la cogestion, dans laquelle Bordeaux Métropole était depuis des années, et sur lesquels les Verts sont plutôt contre, le PS, ça dépend, et la droite pour. Voilà. Donc, le jeu de cette cogestion et donc derrière, après, les délégations qui vont découler du programme qui va être fait. Voilà, pour nous, c'est quand même un grand changement. Alors déjà, une grande surprise, un grand changement, ce qui remet un peu à plat toutes nos projections, parce qu'on n'avait très clairement pas imaginé que Bordeaux allait
elle est basculée après 73 ans de mairie de droite. Du coup, ça bouscule beaucoup de choses à la fois en termes organisationnels. On a beaucoup mutualisé les services. A priori, on va peut-être démutualiser. Enfin bon, voilà. Donc, en termes d'organisation, à la fois administrative et politique, c'est un peu un grand point d'interrogation en ce moment. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur le monde d'après. Mais voilà, on fonde pas mal d'espoir parce que malgré tout, ça va être dans les programmes, en tout cas, de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Il y avait quand même beaucoup tourné autour de l'économie sociale et solidaire, de tout ce qui relève de la transition, évidemment, écologique, etc. Donc voilà, on y a lu des choses qui nous paraissent intéressantes. On verra ce qui se passera au niveau de la métropole. Voilà, ça va vraiment dépendre du président et pour l'instant, il n'y a pas de fumée blanche encore. En tout cas, on n'est pas au courant. Voilà. Merci. Qui veut prendre la suite? Est-ce que Montpellier? On descend un peu plus bas. Allô, Montpellier. Ah, ok, d'accord. Ah oui, ça va être embêtant si vous ne pouvez pas parler. Alors, on remonte un peu plus haut. Qui veut? Allez-y, hein, je ne vais pas donner la parole. Du coup, je veux bien continuer. Donc, Sophie Milteau, Orléans Métropole. De notre côté, l'exécutif de la métropole n'est pas encore nommé. Donc, du côté des municipales, c'est une majorité LR. Pas de conseillers municipaux ayant une délégation en lien avec l'économie sociale et solidaire. Rien de dit spécifiquement là-dessus. Ok. Donc, ça se jouera plutôt, je pense, au niveau de la métropole, j'espère. Voilà, je vous tiendrai informé. Oui, on regardera ça aussi, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et dans les communes de la métropole, est-ce qu'il y a des adjoints à l'ESS qui ont été confirmés? Alors, du côté de Saint-Jean-de-Brie, ça se maintient. Ça se maintient, Voilà. ouais. Ouais. Sinon, dans les autres communes, pas à ma connaissance. D'accord. En tant que tel, si vous voulez, hein, avec l'intitulé, voilà. Ok, merci. Oui. Qui veut intervenir? Donc, juste à Montpellier, je précise que l'élection est le 15 juillet avec une majorité PS et que ce nouvelle mandature à voir. Mais vous avez oui, les commentaires. Un commentaire écrit. Du coup, je vois que Strasbourg nous a rejoint. On ne va peut-être pas lui sauter dessus tout de suite, on va la laisser arriver. Qui d'autre veut donner la température de son territoire? Sandrine Aguilly, vous voulez intervenir? Bonjour, oui, je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas suivi quelle était la question. En fait, on fait un petit tour, comme on vient juste de commencer, on fait un petit tour, comme les métropoles sont dans un moment un peu particulier de renouvellement d'élections. Donc, on faisait un tour de paysage politique, de savoir ce qui se passait chez vous, chez nous, voilà. Donc, d'accord. Non, du coup, chez nous, à Nice, sans surprise, c'est toujours le même maire, Christian Estrosi, donc, qui est déjà là depuis le dernier mandat. Donc, on avait commencé à mettre des petites choses en place au niveau de Nice et de la métropole sur l'économie sociale et solidaire. Et je pense que ça ne va que pouvoir se poursuivre. Voilà. Ok. Ok, pas de délégation. En imaginant que le Covid aide. Ah. Ok. Et y a-t-il une délégation à l'économie sociale et solidaire? Non, en fait, c'est au niveau du développement économique. Ouais. On est une petite équipe qui prenons en considération cette thématique-là, en leur faisant bien remonter à chaque fois qu'on est la seule métropole qui n'ait pas vraiment de direction dédiée à l'économie sociale et solidaire. Donc, on s'est même aussi rapproché déjà de Nantes pour
pour avoir des entretiens téléphoniques, pour essayer de faire percevoir à notre direction que, voilà, que ça manque. Mais après, du coup, on est quand même les petites mains à rassembler des infos, à faire venir des acteurs de l'économie sociale et solidaire chez nous, à mettre en place une petite dynamique de réseau, à faire des actions en lien. Voilà, donc on n'est pas non plus, on n'a pas ce formalisme, mais on est quand même actif depuis 1 an et demi à peu près, hein, seulement. Hein. Avant l'ESS, il ne fallait pas en parler. Hein. Ok. Merci. Juste pour intervenir sur le format à Bordeaux Métropole, il n'y a pas une direction dédiée. Hein, c'est aussi c'est rattaché au développement économique. Et la différence, c'est que depuis la dernière mandature, on avait effectivement une vice-présidente, ce qui était une nouveauté. Mais au niveau de la métropole, hein, je parle vraiment, mais il n'y a pas de direction dédiée. On est une petite équipe. Hein, on est en gros en ETP, on est 2,8. Hein, voilà, au Bordeaux Métropole. C'est pas non plus la grosse armée. Voilà. C'est important de le dire. Ok, merci. Rouen, est-ce qu'on a des nouvelles de Rouen? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors bon, effectivement, c'est l'installation de la gouvernance de la métropole aura lieu le 15 juillet. Donc on est voilà. Oui. C'est pas encore fait. La ville de Rouen a un nouveau maire qui est donc Nicolas Maillard-Rossignol, qui a fait liste commune avec les Verts. Il n'y a pas de délégation dédiée à l'économie sociale et solidaire au niveau de la ville-centre. Néanmoins, la thématique transition écologique et solidarité sont les deux thématiques premières des conseillers, des premiers adjoints et seconds adjoints. Donc, on voit bien qu'il y a, au niveau de la ville-centre, il y a en tout cas une dynamique qui peut pousser à la consolidation de la dynamique autour de l'économie sociale et solidaire qui est déjà bien, qui est dans l'air du temps, bien installée, on va dire, sur la ville-centre. Au niveau de la métropole, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a un groupe PS qui semble se dégager comme étant majoritaire, mais un groupe, comment dirais-je, sans étiquette est aussi talonne fortement ce groupe. Et donc, du coup, voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour de la définition de la nouvelle gouvernance qui aura lieu le 15. D'accord. Ok. Juste, Nicolas Maillard-Rossignol, il avait été conseiller régional délégué à l'ESS, non? Non, il a été président. Il a été président de la région, mais juste avant. Juste avant. Est-ce qu'il était délégué à l'ESS? Je ne crois pas que c'était lui qui avait cette délégation-là, mais. Ouais. Non, c'était juste parce qu'effectivement, on avait un contact avec. Mais bon, en tout cas, il avait porté à la région. Elle est positive, elle est installée. Enfin, j'imagine mal qu'il y ait une remise en cause. Oui, okay. Est-ce qu'il y aura une vice-présidence? Il y en avait une sur la précédente mandature. Je pense j'espère qu'il y en aura une. Ok. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? C'est moi qui j'ai vu Sandra ou j'ai pas vu Sandra? Alors, Sandra n'a pas de connexion. Elle s'est déconnectée et elle se reconnecte. D'accord. Strasbourg arrive. Strasbourg est à l'est. Du coup, on a fait le tour ou il y a quelqu'un qui n'a pas parlé? C'est bon? On peut enchaîner du coup? L'idée, en fait, c'était de donner la parole à Bordeaux. Si on est d'accord, Fabienne. En fait, là, il est 14h30. Il y a donc Bordeaux et puis Rennes, mais je n'ai pas vu Nathalie. Non, justement, j'ai envoyé un message, elle n'avait pas le bon lien. Ok, donc en gros, on a 20 minutes pour Bordeaux et puis ensuite on enchaîne sur Rennes. Et après, moi je vous invite à noter les questions éventuellement que vous voulez, ou les informations que vous avez envie de porter à la question. On
on a aussi un temps d'échange. On a vraiment prévu un bon temps d'échange. Du coup, on commence par Fabienne, si tu veux. Ouais. Merci. Donc, moi, ça va être un peu plus court, 20 minutes, je pense. On n'a pas eu de plan pendant la crise. On s'est vite mobilisé, puisque je crois qu'on a été la première métropole à sortir un fonds de soutien aux entreprises et aux associations. C'était deux volets distincts. On n'a pas fait de plan spécifique pour l'ESS, mais notre bataille, à Emmanuel et moi notamment, à l'équipe ESS, a été que les entreprises de l'ESS, évidemment, ne soient pas oubliées dans le plan de soutien. Pour rappel, sur les quelques… on a fait un plan de soutien avec un règlement d'intervention à plusieurs étages. L'idée, c'était d'aider l'emploi et donc les très petites entreprises. Le critère de base, c'était les entreprises de 1 à 5 salariés ayant subi une perte de chiffre d'affaires autour de 40% comparé à… Alors, on a pris comme référence mars 2018 pour éviter l'impact gilet jaune de 2019. Parce qu'en 2019, beaucoup de commerçants, la cible était quand même beaucoup tournée sur les commerçants et artisans. L'idée, c'était que voilà, déjà en mars 2019, ils avaient subi de fortes pertes. Donc là, on a proposé un soutien versus mars 2018. Et on partait sur 2019 pour les entreprises qui étaient nouvellement créées, qui avaient été créées après. Donc ça, c'est le premier pan. Après, on avait fait 2 cas d'exception. On allait jusqu'à 9 salariés pour tout ce qui relevait des industries créatives et des entreprises de l'ESS. Et dans ces 1 à 9 salariés, on ne comptait ni les contrats aidés, ni les CDDI. L'idée, c'était vraiment qu'on parte sur les fonctions support des structures de l'ESS. Donc là, on faisait du cas par cas parce qu'en fait, notre plateforme, on a sous-traité la réception des dossiers, toute la gestion à la CCI, et sauf pour les dossiers au cas par cas, où ils nous étaient envoyés pour s'assurer que, voilà, comme ça nous permettait d'avoir une vision sur nos dossiers sur lesquels on était un peu moins… on était peut-être un peu moins tranquille sur la vision de la CCI sur les entreprises de l'ESS. Donc, nous, on a souhaité quand même avoir au moins un regard sur… parce qu'on partait vraiment sur un traitement très automatisé de ces aides. Ils déposaient, cochaient les cases, ils avaient donc 1 500 € plus un bonus emploi de 1 000 € à partir entre 2 et 5 salariés. Donc, l'idée, c'était vraiment à la fois sauvegarder les emplois et faire des bonus emploi pour des entreprises qui commencent à avoir une taille, pas une grosse taille, mais voilà, avec vraiment ce bonus emploi. Donc, du coup, on avait dégagé une enveloppe de 15,2 millions d'euros pour ces aides aux entreprises. Et contre toute attente, on n'en a dépensé que la moitié parce que finalement, on avait une cible d'environ 13 ou 14 000 entreprises qui rentraient dans nos critères quand on avait fait notre tri. Et au final, on a aidé 4 019 entreprises pour un montant total de 7 654 000 €. Et ça concerne, ce qui est intéressant, c'est que ça concerne environ 11 000 salariés, donc qui étaient impactés sur ce taux d'entreprise, avec un taux de perte moyen de chiffre d'affaires de 88% en déclaratif. Donc, on est vraiment sur un tissu économique qui est quand même assez spécifique de la métropole, qui est des toutes petites entreprises à 80 ou 85% du tissu économique. Et on a fléché là-dessus. Par rapport à l'ESS, on a soutenu 59 entreprises de l'ESS et 11 ESS avec agrément ESUS. Donc, on est à 70 entreprises. Je pense qu'elles ont à peu près toutes demandé dès lors qu'elles rentraient dans la cible. Donc, ça, c'était pour les entreprises. Sur le secteur d'activité, on est à peu près à moitié de dossiers qui relèvent de services. Donc, tout ce qui est soins esthétiques, activités scientifiques, information, communication, etc. On est vraiment sur le service personnes et services aux entreprises. Et ensuite, on a le commerce, pas mal.
et l'industrie pour 3%. Donc, finalement, il y a peu d'entreprises qui ont répondu sur ces sujets-là. Donc là, c'était pour le zoom sur les entreprises. Du coup, ça nous a permis, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient d'ouvrir un nouveau fonds avec le solde de l'enveloppe, du coup, pour les 0 salariés, parce qu'on s'est aperçu que c'était un peu le manque. Donc, les indépendants, voilà, tous les 0 salariés. Là, on a fait un tri par code NAF pour essayer de contenir un peu, parce que du coup, on n'a plus que 6 millions et quelques. Donc, et là, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises de façon salariée. Donc, ça démarre juste. Ça démarre, je crois que la plateforme a ouvert hier et on avait une centaine de dossiers déposés, voilà, une journée. Voilà. Ça, je vous ferai un autre bilan peut-être dans un second temps. Mais on n'a pas mis la spécificité ESS dans le 0 salarié. Donc là, c'est un peu, dès lors que ça rentre dans le code NAF, on va soutenir. Une chose peut-être que je n'ai pas dite, mais que je viens d'avaler au moment où je… Oui, si. Alors, la différence qu'on a fait, c'est-à-dire que pour les entreprises, dès lors qu'on leur demandait d'avoir entre 1 et 5 salariés ou 1 et 9, donc on incluait tout ce qui était apprentissage pour permettre aux entreprises, par exemple, petites entreprises qui avaient un apprenti, pas de salarié, mais enfin, le seul salarié, c'était un apprenti, on le rentrait dans on lui permettait d'accéder à l'aide. Par contre, pour le 0 salarié, on a exclu l'apprenti. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les entreprises, s'ils ont un apprenti, on ne va pas le mettre parce que du coup, ça l'exclurait en fait du dispositif. On a essayé de jongler un peu pour à chaque fois essayer de ne pas pénaliser. Bon, il y a toujours des petits soucis. Là, depuis ce matin, on a des problèmes avec les chauffeurs de taxi, les VTC, qu'on n'a pas prévus dans le plan 0 salarié. Et on a à peu près 20 appels par jour de taxi qui menacent de faire une manifestation devant la métropole dans le prochain jour. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et ça ne va pas le faire. Et voilà, très clairement, c'est toujours très compliqué en travaillant sur les codes NAF parce que du coup, il y a plein de… Et voilà, enfin, il y a des petites niches comme ça. En VTC, ça ne paraît pas être une niche. Mais par exemple, ce qu'on a oublié, entre guillemets, c'est tout ce qui est conciergerie de quartier. Les fameux conciergeries la niche location saisonnière qui font les entrées-sorties. Leur code NAF ne correspond pas à ce qu'on a cité, alors que c'est typiquement lié au commerce, puisque c'est dans le cadre, alors qu'il y a un plan commerce, etc. Bon, bref, c'est un peu les coulisses du montage du fonds qui n'est pas simple. Voilà. Donc ça, c'était pour le fonds entreprise. Après, on a monté un fonds pour les associations employeuses. Celui-là, on l'a internalisé à la métropole. Là, on est sur une subvention unique de 1 000 €. Le critère, c'était 1 à 20 salariés en ETP, enfin ETP plutôt, pas 20, enfin 1 à 20 ETP. Domiciliation sur la commune de Bordeaux Métropole. Impact Covid démontré, les impacts, mais ça, on ne demandait pas de documents justificatifs ou quoi, c'était vraiment… Après, c'est assez simple avec les activités. Et donc, le lien avec les compétences de Bordeaux Métropole. Ce qui nous a valu quand même beaucoup de dossiers hors compétences de Bordeaux Métropole, bien évidemment. On a eu 196 dossiers assos reçus, sachant qu'on avait identifié, je crois, 1300 associations qui pouvaient bénéficier du fonds. Et on n'a eu que 196 dossiers reçus. Et on a eu un taux d'acceptation assez faible parce qu'on est à 53%. On a pu donner qu'à 105 associations parce qu'on a eu énormément, évidemment, du domaine culturel. Et on n'a pas la Donc, on a eu beaucoup de dossiers déposés d'assaut culturel, parce que c'est à peu près 30% des dossiers déposés. Après, dans l'ordre, c'était culture, sport, insertion, solidarité, pour faire dans une grande masse, sachant qu'on a ni la compétence culture, ni très embêté. On a quand même réussi, puisque à la métropole, on gère les grands équipements culturels et sportifs. Et on travaille aussi sur ce qu'on appelle l'été métropolitain, qui est
en gros, la mise en avant de tous les événements culturels sur les communes d'intérêt métropolitain. On a essayé de créer quelque chose sans compétences culture, tout en accompagnant quand même les acteurs de la culture. Donc, on a fait une petite entorse au règlement d'intervention en disant qu'on accompagnerait les acteurs de la culture dès lors qu'ils participaient à des événements dans le cadre de l'été métropolitain. Donc, on a quand même pu aider des associations culturelles. Et donc, pour faire un petit panorama, on a donc aidé 18 dossiers d'assaut culturel, 14 sur la solidarité, 13 sur l'insertion. Et après, c'est des tout petits dossiers sur l'emploi, le développement durable, l'alimentation, l'éducation. Enfin, vraiment, on a été un peu déçus, je ne sais pas si c'est le mot, parce que ça nous a quand même pas mal occupé malgré tout, mais ouais, ce fonds était vraiment sous-utilisé. On n'a pas vraiment d'éléments d'analyse encore aujourd'hui, parce qu'on a quand même peut-être une question de communication qui a peut-être été ratée au départ. Et l'aide aux associations, c'est peut-être un peu fait phagocyté par l'aide aux entreprises. On a communiqué en même temps en disant c'est asso, entreprises et associations. Peut-être que, je ne sais pas. Il va falloir qu'on se pose des questions pour savoir pourquoi il a été aussi peu utilisé. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on avait cette enveloppe-là. J'espère pouvoir la récupérer pour un plan de relance un peu conséquent, mais et qui sera peut-être plus intéressant pour les structures. Voilà. Après, il y a la question du chômage partiel. Beaucoup d'associations ont fait appel au chômage partiel et ont donc ont finalement pas eu une trésorerie si impacté que ça pendant cette période-là. Peut-être qu'elle le sera à la rentrée. Donc, voilà, ce sera une vraie question, sans doute. Et c'est une vraie question qu'on se pose avec Emmanuel. C'est pour ça que je lui ai proposé d'être là aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que moi, je souhaite vraiment qu'on puisse faire un plan spécifique de relance de l'ESS. Ah oui, d'accord. Et excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter? Ouais. Je disais que vu qu'on avait une enveloppe de 500 000 euros, qu'on en a dépensé que 100 000, j'espère bien pouvoir garder les 400 000 euros qu'on avait sous le coude pour un plan de relance très spécifique en direction des acteurs de l'ESS. Et on essaie d'y travailler avec Emmanuel, la Conchinabé, à essayer de… Voilà, on a eu des échanges avec la CRES, on a eu des échanges avec les différents acteurs. Et comme on s'est aperçu que finalement, les retours qu'on avait, c'est que les assos étaient finalement n'ont pas eu de la trésorerie impactée pendant cette période-là et très certainement elles l'auront à la rentrée. Comment on va pouvoir venir en soutien, sur quel levier, comment, etc. Donc, voilà. J'espère pouvoir garder cette enveloppe et qu'elle ne soit pas chippée par mes voisins. Mais bon, pour l'instant, je m'accroche. Voilà. Juste sur l'aspect culturel, parce que donc tu dis que la métropole n'a pas la compétence, mais pour le coup, c'est une compétence qui est partagée entre les différents niveaux de collectivité. D'une part, enfin, comment ça s'est décidé à Bordeaux Métropole, l'exclusion des activités culturelles, et peut-être un petit peu rapide sur cette entrée à sauce culturelle, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui revient assez souvent, les difficultés des associations dans le domaine culturel, comment les autres métropoles ont ou ne sont pas intervenues. Nous, typiquement, c'est pas, ça n'a pas été acté au niveau de la Bordeaux Métropole comme une compétence métropolitaine. On n'a que la compétence gestion des grands équipements culturels. Donc, on est sur l'Arena, la gestion de l'Arena, je sais pas, je crois qu'il y a l'Opéra de Bordeaux, mais sur la gestion des équipements. Mais pas tout ce qui relève de l'animation qui reste dans les communes. Ça reste une compétence communale. Mais par contre, et ce qui s'est fait, c'est que le département de la Gironde avait fait aussi un fonds de soutien aux assos. La région Nouvelle-Aquitaine avait aussi fait un fonds de soutien aux assos. Et certaines villes, dont Bordeaux, avaient fait un fonds de soutien aux assos. Donc, au final, ce qui n'avait pas pu être aidé par nous, on les envoyait et on a essayé de travailler à chaque fois à se partager les tableaux Excel pour qu'ils fassent le tour de tout le monde et que chacun aille puiser dans les dossiers, par exemple, déposés à la ville et qui nous intéressaient, nous, et inversement. Donc, je pense qu'au final, les assos culturels auront été aidés plutôt, parce que c'est à quasiment 80% des entreprises de Bordeaux, enfin des assos de Bordeaux, par la ville de Bordeaux ou par le département.
Mais nous, à la métropole, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est un sujet un peu sensible et compliqué parce que malgré tout, on aide dans le cadre de l'été métropolitain, on aide quand même des associations culturelles à monter des événements sans avoir la compétence. Et sur le sport, c'est pareil. On n'a pas la compétence sport, on a la compétence gestion des grands équipements. On a eu plein de dossiers du club sportif de handball d'une des communes qu'on ne peut clairement pas aider. Mais à côté de ça, on organise et on finance le marathon. Voilà. Une petite question de curseur sur les compétences. En fait. Ok. Merci Fabienne. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on peut passer Il y a juste une question. Une question de Juliette. Bordeaux Métropole peut-elle faire des aides directes aux entreprises? La question. Oui, alors là, normalement, non, bien sûr, parce qu'on n'avait pas conventionné jusqu'à présent avec la région. C'est un vieux sujet boomerang, sauf que là, on a conventionné avec la région pour ses fonds de soutien. Donc, on a pu faire direct. Voilà. On a fait une convention spécifique pour ces fonds de soutien et qui, a priori, va être sans doute pérennisée. Qu'on puisse enfin faire des aides un peu. A priori, on devrait mieux s'entendre avec la région dans les prochaines années. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine. C'est ça. D'accord, super. Enfin, du coup, c'est hyper intéressant. Ouais. Et deuxième question complémentaire de Juliette, toujours, est-ce que c'est la direction du développement économique qui recevait toutes les demandes des associations? Oui, alors oui, nous, là, sur les assos, on a internalisé, donc c'est évidemment pas CCI qui a travaillé là-dessus, mais on a travaillé avec notre direction des finances qui a ce qu'on appelle le fameux guichet unique pour les aides, le guichet des aides. Les dossiers, on avait créé un formulaire en ligne, en fait, et le dossier, en remplissant le dossier, le formulaire, ça atterrissait directement à la direction des finances qui rentrait tous les RIB et les machins, la créer des tiers et tout. Et après, ils nous envoyaient le dossier et que nous, on regardait, qu'on étudiait. On se faisait un petit comité de validation. Le nom était un peu pompeux. On était les trois du service dans la validation. Et ensuite, quand il y avait des assos sur lesquels qu'on ne connaissait pas ou sur lesquels on avait juste qu'on ne connaissait pas, on interviewait nos collègues des autres directions, notamment de la culture. Et à qui il a fallu poser quand même des questions. Voilà. Et de la direction de la nature, on allait poser des questions pas de légitimité, mais nous, ça nous permettait aussi ça nous a permis de repérer pas mal d'assauts, par contre, qu'on ne connaissait pas sur des champs qui vont pouvoir nous intéresser. Ok, merci. On enchaîne. Du coup, on va aller à l'ouest, un peu plus chez les cousins rennais. Chez les voisins. Les cousins ou les voisins, je ne sais plus. À Lorraine, c'est à vous. Oui, bonjour. Excusez-nous pour le retard. Pas de problème. Soyez les bienvenus. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Nathalie Wright, chargée de mission économie sociale et solidaire, rattachée à la direction économie, emploi, innovation. Et Mathilde. Qui est en stage avec Nathalie, du coup, d'observation. Ok, super. Donc, en fait, on va vous écouter pendant 10 minutes, exposer un peu comment vous avez fait à Rennes Métropole, puis ensuite on échangera. Ok, donc plutôt sur la partie mesures d'urgence, hein, pas encore sur le plan de relance. Moi, je pense que, à titre ou l'ensemble. J'ai été regarder les mesures d'urgence qui ont été votées par Rennes Métropole, mais je trouve que c'est intéressant que vous puissiez les redonner, les rebalayer. Par contre, si vous avez déjà des réponses à nous donner ou des pistes à partager avec nous sur comment on peut, quelle place aura l'ESS dans le plan de relance, de reprise, je sais pas comment on appelle ça à Rennes, ce serait intéressant aussi, je pense. D'accord. Dans cette étape-là maintenant. Et donc, oui, c'est ça. Alors, je suis obligée, et je vous donne quand même sur les mesures d'urgence, peut-être la vision, le global, mais peut-être moins de retour, moi, que Bordeaux sur ce que ça a donné.
mais on a un peu les mêmes problématiques. Alors, hop, pardon, je reçois des questions en même temps. Donc... Ouais, non, je suis désolée, j'aurais peut-être dû lancer tout de suite. J'ai juste voulu lancer dans l'entre-deux, mais qui est un peu tard, un petit sondage que je vous propose aux différentes métropoles de remplir sur est-ce que votre métropole a la possibilité de faire des aides directes aux entreprises, oui ou non? Est-ce que vous avez une convention avec la région pour les entreprises, oui ou non? C'est juste, je suis désolée d'avoir lancé ça au début. C'était. Pas de souci. Voilà. On n'entend pas très bien, Maëlle, quand vous parlez. Hein. Vous entend loin. Ah, ouais. Bon, et moi, vous m'entendez correctement? Ok. Alors, sur la partie rennaise, donc quand même sur les mesures d'urgence, donc je précise que nous, on a une convention. On a une convention avec la région, historiquement, donc sur un schéma régional de développement économique qui englobe aussi maintenant l'ESS depuis 2014. Donc, on peut verser des aides économiques en tant que métropole. Et donc, sur la Bretagne, Rennes Métropole a abondé déjà un fonds régional d'avance remboursable pour les TPE. C'était un abondement lié au nombre d'habitants réalisé par l'ensemble des EPCI de la Bretagne. Donc, on a abondé à hauteur de 900 000 euros. Les premiers échos qu'on a sur ce fonds d'avance remboursable, c'est qu'il est très nettement sous-utilisé. Donc, comme il s'adresse aux TPE, moi, il y a une question de communication, mais je pense qu'il y a une question de frilosité des TPE à aller vers de l'avance remboursable quand elles savent qu'elles vont avoir des pertes d'exploitation difficilement résorbables. Donc, on a eu un petit échange là avec la région. Juridiquement, comme c'est une avance remboursable, on pourrait se dire que peut-être les entreprises ne sont pas obligées de rembourser si elles ne peuvent pas, mais la communication ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc, très clairement, c'est des fonds aujourd'hui très sous-utilisés. En parallèle, la région réfléchit de son côté à un fonds spécifique association, sachant qui là seraient plutôt des subventions, sachant que les assos sont déjà éligibles au fonds d'avance remboursable, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore sorti, un fonds spécifique association à la région. C'est la CRES qui pousse beaucoup, mais voilà, je ne suis pas sûre que ce soit encore opérationnel. Ensuite, comme nous, on a des aides à l'investissement et à la création d'emplois, donc des aides aux entreprises directes. Côté Rennes Métropole, on a à peu près triplé notre budget qui est d'habitude de 800 000 euros par an. Là, on a ajouté 1,5 million et on a assoupli les critères d'accès à ces aides. En fait, c'était des aides qui s'adressaient surtout à des petites industries, enfin des entreprises de production dans le B2B. Et là, ça a été vraiment assoupli pour que toutes les boîtes puissent y aller, enfin les TPE puissent y aller beaucoup plus facilement. Et côté ESS, alors nous, on est resté sur, on a un appel à projets qui sont aussi des aides à l'investissement et à l'emploi. On n'a pas bougé particulièrement. Par contre, on a plutôt abondé des dispositifs extérieurs. C'est-à-dire qu'on est venu abonder un dispositif de France Active qui venait plutôt s'occuper un peu des gros ESS et notamment dans le champ de l'insertion et du handicap pour pouvoir faire des prêts court-moyen terme plutôt à hauteur de 30-50 000 euros, enfin, dépasser en gros ce qu'avait prévu la région en direct. Donc ça, on a abondé à hauteur de 100 000 euros. Et puis, on a aussi abondé le tout petit fonds de secours ESS de l'État, tout petit, qui, d'après nos calculs, aurait permis de soutenir à l'échelle de Rennes Métropole 2 structures, je crois, ou 2 ou 3. Et du coup, là, on a fait un abondement de 70 000 euros. C'est la fameuse prime de 5 000 euros, là. Mais on sait, donc potentiellement, on s'est dit, bon, allez, ça peut faire 12, 15 structures qu'on vient soutenir en plus. Donc, évidemment, on n'a pas de communication très large là-dessus. On fait plutôt du ciblage par les services et par les services du DLA, enfin, par les services ville, métropole plus DLA.
Et puis, on s'est donné le temps aussi de le dépenser parce que je pense aussi qu'il y a une question de timing et qu'on ne voit pas encore tous les effets là. Notamment si on a des exigences qui soient vraiment en peine au niveau trésorerie. En fait, le problème, ce n'est pas toujours la trésorerie. Dans l'ESS, surtout quand il y a une partie de subvention, ça va être le résultat d'exploitation à la fin ou la trésorerie à partir du deuxième semestre, quoi. Donc, nous, on s'est dit qu'on se donnait plutôt un peu de temps jusqu'à septembre pour utiliser ces mesures d'urgence. Et enfin, on a dû faire une subvention additionnelle à l'Union régionale des SCOP pour aussi leur permettre de travailler la formation à distance auprès de leurs entreprises et puis de mettre peut-être un coup aussi d'accélérateur sur les projets de reprise-transmission, en faisant l'hypothèse qu'il y a des entreprises qui vont un peu capoter et qu'il y a peut-être des coûts de reprise-transmission en scope à jouer dans l'année qui vient. J'ai oublié une chose hors ESS, mais qui peut quand même concerner l'ESS, c'est un pass commerce artisanat qui n'existait pas encore à Rennes Métropole pour des sombres raisons de querelle entre la région et la métropole. Donc, en fait, il était dans les cartons et il a été sorti en urgence. Donc, dans sa version urgence, ça permet au commerce de venir de faire prendre en charge 50% de leurs dépenses un peu de résistance et de transition à la crise Covid. Donc, ça peut être des travaux d'accessibilité, de l'informatique, pour de la vente en digital. Voilà, c'est un système assez souple et plafonné à 5 000 € par commerce. Alors, je crois que c'est des commerces de moins de 10 salariés. Je pourrais envoyer au RTES les documents, tous les documents complets. Hein. Voilà. Et sur le plan de relance, il est en cours de travail. Et en fait, il y a eu le choix de ne pas, il n'y aura pas de feuille de route relance ESS spécifique. Il y a une approche plutôt par filière. Donc, l'ESS se retrouvant dans chacune des filières, avec pour le moment des premières discussions très centrées sur les 3 filières les plus impactées, culture, tourisme et commerce. Et il a été décidé que, à l'image de l'Europe, que le plan de relance serait travaillé en ayant une approche intégrée des transitions nécessaires, donc en mettant des coups de zoom sur la RSE, la digitalisation, l'emploi, l'insertion. Et donc, pour le moment, je dirais qu'il est vraiment, on en est juste à imaginer des pistes d'action et partager un peu un état des lieux des filières les plus touchées. Mais en fait, ça va vraiment se faire avec les nouveaux élus et je trouve, personnellement, je trouve qu'on a du mal, les équipes techniques ont du mal à trouver les bons modes, la bonne méthode de travail pour approcher ce plan de relance, quoi. Et donc, c'est toujours l'exercice difficile avec des directions générales qui souhaitent absolument qu'on ait des choses à proposer aux nouveaux élus, alors que dans l'entretemps, l'Europe et l'État et les régions, on ne sait pas encore tout ce qui va être fait. Donc, ça peut être un petit peu stérile de réfléchir, alors qu'on est quand même au bout de la chaîne, de réfléchir sans savoir ce qui va être fait autrement. Donc, on commence vraiment seulement à se mettre en veille sur le Green Deal européen pour justement pouvoir à la fois tirer parti des évolutions réglementaires, par exemple sur l'économie circulaire, et en même temps tirer parti des opportunités de financement européen, choses pour lesquelles on n'est pas vraiment très bon. En tout cas, ils viennent trop peu sur l'ESS jusqu'ici parce qu'on avait une politique où finalement les financements européens allaient plutôt sur les hautes technologies et puis des gros projets d'urbanisme. Donc,
bon, les choses vont bouger, mais c'est un peu laborieux, quoi. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas dit peut-être suffisamment de choses ou suffisamment précises. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez. J'essaie de basculer sur votre ordi. Non, vous n'entendez pas? Un petit peu. C'est mieux comme ça? Oui. Oui. Bon, ok. Ouais, merci beaucoup, Nathalie. Juste, ça me donne l'occasion d'une part de préciser que sur le site du RTES, il y a un article qui synthétise les principales mesures prises par les différentes collectivités locales adhérentes, et donc notamment Rennes Métropole. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer les éléments que vous avez, à la fois sur le plan de soutien, le plan d'urgence et puis les plans de relance, de façon à pouvoir partager, enfin, à la fois faire connaître ce que vous faites et puis faciliter les partages d'informations entre métropoles, mais aussi entre différents niveaux de collectivités locales. Donc, c'est un article sur les mesures prises par les collectivités en matière de soutien l'après-Covid. Ça doit s'appeler. Excusez-moi, j'ai oublié un point pas neutre qui était un petit peu un tour de force de certains élus chez nous, c'est que dans nos mesures d'urgence d'aide aux entreprises, on a inclus pour la première fois des bonus éco-conditionnés en fait une partie des aides. Donc j'aurais dû commencer par ça, excusez-moi. Parce que c'était quand même pas rien et c'était pas gagné d'avance alors que ça fait des années qu'une partie des gens en parlent. Donc enfin, alors ça ne conditionne pas toute l'aide, mais on va dire que là, on a essayé de réfléchir à un premier système assez simple et incitatif pour que les entreprises touchent plus de subventions si elles ont des pratiques sociales et environnementales vertueuses. Voilà. Oui, effectivement. C'était le deuxième point que je voulais souligner parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve super chouette. Et d'ailleurs, on a pu le partager avec la métropole européenne de Lille qui s'est inspirée de ce bonus. Alors, avec un peu moins d'ambition parce que ça a été moins porté politiquement, mais en tout cas, ça a été aussi diffusé par d'autres métropoles et c'est vraiment. À Nantes aussi, on a fait. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à ta présentation, votre présentation, pardon. Fabienne nous a parlé un petit peu des éléments autour de la culture. Rennes est une ville de culture. J'imagine que vous avez pu avoir aussi des remontées et éventuellement des réponses spécifiques ou en lien avec l'ESS ou pas? Oui, alors du coup, j'ai pas forcément réussi à faire le tour de mes collègues là récemment avant la réunion. Alors, j'ai un collègue à la direction économique qui est plus en lien avec la direction de la culture de manière un peu systématique via le grand sujet des industries culturelles et créatives, puisqu'à Rennes, on essaie aussi de favoriser tout ce qui est technologie de l'image et du son. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a… Alors, côté Rennes Métropole, en plus de l'appel à projet ESS, il y a aussi un appel à projet industrie culturelle et créative. C'est les deux aides plus spécifiques dans l'enveloppe globale des aides aux entreprises. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure que nos mesures d'urgence ESS apparaissaient, j'ai toujours communiqué dans les services de la ville et notamment les directions culture, vie associative, solidarité, pour surtout que les collègues de la ville puissent nous remonter des cas desquels il fallait qu'on prenne soin. Et en fait, j'ai eu très peu de remontées et j'ai entendu quand même aussi certaines associations parfois reprocher un peu alors c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis parce que je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais reprocher le manque de proximité entre les techniciens de la culture et les assos culturels pendant la crise. Alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que par ailleurs, la ville a fait énormément d'efforts
pour maintenir des subventionnements pour des manifestations qui étaient annulées ou reportées. Il y a eu des consignes extrêmement claires de maintien de subventions, d'accélération dans le versement des subventions, d'exonération des loyers pour toutes les associations culturelles qui sont locataires de locaux détenus par la ville. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire bouger. Il aurait fallu qu'on réussisse à faire la même chose du côté des bailleurs sociaux, et parce qu'il y a aussi énormément d'assauts culturels ou dans les bas de Tours. Et du coup, ça n'a pas fonctionné, parce que je pense que les bailleurs se sont pris à la gorge par l'État. Donc, ils se sont contentés de faire des reports de loyer. Voilà. Mais donc, c'est un peu… J'ai pas de vision, moi, hyper claire de l'ambiance dans les assos culturels, sachant que les paradoxes, c'est que peut-être les très grosses ont le chômage partiel. Donc, comme dans certaines grosses assos d'action sociale, paradoxalement, ça a plutôt renfloué puisqu'elles ont quand même eu les grosses subventions de la ville, plus le chômage partiel. Donc, certaines, ça va renflouer les fonds propres. Et voilà, il y a des effets très, très inattendus. Mais effectivement, des retours un peu variés. Je suis désolée, voilà, j'ai pas fait de point plus précis. D'accord. Merci. Est-ce que en fait, on va passer dans un moment un peu plus d'échange. Il est déjà 15h passé. Je propose 20 minutes d'échange. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser des questions à Bordeaux, à Rennes ou ailleurs? J'ai pas abordé les questions de… Je suis partie bien en tête sur les fonds très formalisés, mais on avait mis aussi plein de sujets. Ça me fait penser dans ce que vient de dire Rennes, mais l'accélération des subventions, nous aussi, on a versé absolument toutes les subventions qui étaient dans les tiroirs, etc. Il y a eu vraiment un gros travail de liquidation en allégeant vraiment tout le processus et même les pièces sur les soldes, etc. Bon, voilà, il y a eu un gros boulot de fait. Sur les loyers, ça a été un gros sujet. La ville de Bordeaux a exonéré les loyers pour toutes les assos et entreprises qu'elle héberge dans des locaux propriété de la ville. Alors, je ne sais pas trop avec quel levier juridique, c'est un peu toujours la question. Mais nous, à la métropole, on l'a pas fait, on a fait du report, ce qui n'est pas, à mon sens, satisfaisant parce qu'on n'accueille pas énormément de structures, mais malgré tout, ils vont recevoir la note à un moment donné, donc c'est un peu… Bon, bref, je ne sais pas trop comment on va se sortir de ça, on n'a pas réussi à faire de l'exonération. Et ensuite, on a fait 2 aides très spécifiques en grande urgence, c'est à 2 assos, à l'atelier remue-ménage. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'atelier remue-ménage fait du déménagement solidaire. Et notamment depuis quelques temps, ils travaillent pas mal sur du déménagement avec des vélos électriques, avec des plateformes pour les petits déménagements de centre-ville. Les petits déménagements un peu d'urgence sont beaucoup mobilisés pendant la crise pour faire des livraisons auprès des gens de panier repas, etc. Mais aussi pour déménager les femmes en situation de violence familiale avec des déménagements en urgence. Donc, eux, on a débloqué très rapidement une petite subvention parce qu'ils se sont fait voler tous leurs vélos pendant cette période-là. Donc, on a débloqué vraiment ça pour qu'ils puissent continuer leur travail un peu purement solidaire, enfin vraiment purement solidaire dans ce premier, puisqu'ils ne se faisaient pas financer pour ces actions-là. Et ensuite, on a aussi soutenu une association qui s'appelle Chouelen, qui travaille autour du textile qui a un Fab Lab et tout ça sur l'éco-responsabilité dans tout ce qui est filière textile, qu'on a repêché un peu au fond du trou au moment de faire des masques. Et l'idée, ça a été la métropole a financé à hauteur de 1,50 € par masque, et chaque commune commandait et prenait à sa charge 2 € pour elle. Donc, voilà. Donc, ce qui a fait qu'on a fait une subvention à
à l'association assez importante, parce qu'on lui a commandé à peu près 140 000 masques qui sont encore en cours de… Elle a pu mobiliser à peu près 100 couturières au niveau du département. Elle est partie un peu plus loin, des gens qui étaient chez eux, mais là, par contre, c'était vraiment des professionnels, c'était pas du bénévolat. Enfin, il n'y avait pas de bénévolat, c'était vraiment que des professionnels qui avaient une activité à l'arrêt et qu'elle rémunérait. Voilà. Donc, c'est des deux aussi mesures un peu parallèles. Et merci. Il y a une question de Juliette de Montpellier sur le bonus pour les entreprises éco-responsables. Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation qui a été créée ou utilisée et quel montant du bonus? Oui, alors du coup, le montant du bonus, c'est 20% c'est maximum 20% de l'aide. Et alors, comme ce n'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, je suis en train de le chercher sur mon ordi, je n'ai pas les détails, mais en gros, il y avait 5 critères sociaux, 5 environnementaux. Il en faut quelques-uns dans les 10 proposés. Donc, ça va de choses socialement comme recruter des jeunes en apprentissage ou bien faire appel aux structures d'insertion de handicap. Côté écologie, c'est avoir mis en place aussi des choses pour limiter les déchets. Enfin, mais ça, je vais vous envoyer la liste. Il faut que je retrouve le doc. Et donc, c'était pas évident parce qu'entre la liste souhaitée par certains élus au départ, notamment les élus à l'ESS et aux éco-activités, bon, il a fallu aussi trouver quelque chose de simple à gérer derrière pour les collègues. Donc, effectivement, je pense que l'évaluation est simple. Et de mémoire, la décision qui a été prise, ça a été d'abord de mesurer l'intention et le déclaratif, et puis d'être plutôt quand même dans une logique de contrôler en fin de convention, plutôt que d'exiger dès la phase d'instruction une tonne de preuves, quoi. Donc voilà, on est plutôt sur la base du déclaratif et de l'intention, mais en se disant que c'était aussi important, je pense, pour l'interne de passer ce pas et de se dire on essaie de le faire simplement là dans l'urgence, et par contre, dans le plan de relance, de le travailler de manière plus fouillée. Ok, Adam, est-ce que vous avez travaillé sur des critères? Alors, oui, il existe des critères. Moi aussi, je l'ai sur mon ordinateur, on pourra vous l'envoyer. Après, nous, à Nantes, on a vite appuyé sur le frein. En fait, on n'a pas fait de plan de relance, parce que déjà, nous, on ne peut pas trop faire d'aide directe. Je crois que Rennes aussi, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que ça passe par la CT. Enfin, je ne sais plus, il y a eu une convention de passé pour pouvoir faire cette aide directe. Bref. Donc nous, on a joué on a abondé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le fonds régional, et on a joué un peu sur la mode bordelaise, on va dire, puisque l'idée en fait c'était de simplifier au maximum pour s'inscrire en complémentarité avec l'État, la région. Maintenant, on rentre dans une autre étape parce qu'on a les mêmes constats que vous en fait sur finalement. Ces aides-là ont été peu sollicitées par notamment les plus petits, donc ceux pour qui c'était fait. Donc voilà, donc l'idée de la région, c'est de continuer à un peu toiletter l'aide et puis de continuer. Nous, à la métropole, on arrive aussi dans un moment politique particulier, donc en fait, on s'est dit que on a mis en place une gouvernance sur ces questions économiques. Mais on s'est dit, on pose les bases de rebalayer en fait la stratégie de développement économique de la métropole au regard de ce qui vient de se passer, au regard de la crise qui arrive et au regard aussi des enjeux plus globaux, on va dire ça, pour ne pas parler du climat. Donc en gros, on a dit aussi qu'il y avait des choses assez factuelles qu'il fallait qu'on avait besoin d'un diagnostic en fait. Parce qu'on a tous débloquer les fonds rapidement et sur un plan de relance, si on veut s'inscrire
dans un plan à 3 ans ou à 6 ans, il nous faut absolument une photographie de là où ça va pas. Parce que là, on pointe beaucoup les endroits où on a aidé, mais il y a des endroits où ça a boosté les choses, enfin, sur les questions alimentaires, sur les services à la personne, sur les familles, enfin, sur les questions de digitalisation, sur des coopérations assez extraordinaires qui se sont mises en place avec des gens qui n'arrivaient pas à se parler, mais là, dans l'action, qui ont déplacé des montagnes, on peut se le dire, en un temps record en plus. Donc, nous, on a dit, on va avoir 2 entrées, c'est-à-dire l'entrée filière, de diagnostic filière. Donc, on retrouve un peu ce que j'ai déjà entendu sur la question du commerce. Alors ici, on a aussi le tourisme, bien sûr, l'aéronautique. On a aussi une grosse question sur l'emploi et la jeunesse. On sent monter quelque chose, notamment dans les quartiers politiques de la ville, qu'il faut qu'on diagnostique. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a réuni les interlocuteurs économiques assez rapidement en visio, comme on le fait là. On l'a fait, je crois, début juin, en leur sollicitant. Alors, quand je dis les acteurs économiques, c'est genre, pour vous donner une idée, il y avait la CRES, la CCI, les artisans, l'association des commerçants, les écosolis, les écosolis, c'est le réseau des acteurs de l'UNESCO. Et en fait, on leur a, quand je dis on, c'est la présidente de la métropole leur a dit, voilà, faites-nous une contribution écrite de comment vous voulez, comment vous envisagez un plan de relance idéal type par rapport à vos secteurs, par rapport à vos préoccupations. Donc, chacun a joué le jeu, que ce soit les industriels ou le réseau de l'ESS. Donc, tous ont apporté une contribution hyper concrète sur comment ils envisagent en fait un plan de relance, avec des histoires de calendrier, d'opportunités aussi. Mais bref, tout le monde a joué le jeu, donc tout le monde aura le droit à sa réponse de Johanna Roland en disant, puisque maintenant, après demain, elle sera encore présidente de la métropole, qu'il y aura un nouveau rendez-vous en septembre. Et en septembre, on va coécrire en fait ce plan de relance. On va écrire aussi avec l'idée de… En fait, on a demandé à un observatoire de venir donner une expertise un peu froide des chiffres, en fait, sur, par exemple, le BTP, les TPE, les filières, là où, en fait, il y a eu le plus d'impact négatif ou positif. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon aussi sur des aspects de logistique. Et puis après, la nouvelle équipe mettra le filtre politique. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on dit on dépasse l'urgence du Covid pour avoir des axes de prospection, de travail prospectif. Et ces axes-là, c'est en fait, en gros, la question, c'est quel modèle économique durable on veut pour Nantes Métropole. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut y répondre de plein de façons. Donc, on a 6 angles d'attaque, 6 axes de travail qui sont à la fois les questions de la résilience alors, au niveau du territoire, mais aussi pour une entreprise. On en a peu parlé, mais il y a aussi eu tout un travail pendant la période de déconfinement d'accompagner les entreprises dans comment on achète les masques, où on se les procure, comment je protège les salariés, comment je mène mon activité avec… il y avait vraiment un gros travail de pédagogie de la part du réseau des écosolis pour accompagner les plus petits aux plus gros pour mettre en place les mesures barrières dans leur activité. Et puis, le deuxième axe qu'on va travailler, c'est la création de valeur. Et alors là, c'est un truc assez foufou. Ça veut dire, que la métropole va s'interroger sur les indicateurs. C'est-à-dire que les indicateurs de développement économique ne se résument pas seulement à la création d'emplois et d'autres. Il y a d'autres indicateurs qu'il va falloir qu'on écrive avec les acteurs du territoire. La question aussi sur le long terme de comment on sort comment on inscrit une économie bas carbone. Donc là, on est tout ce qui est énergie verte, green tech, tous ces trucs-là, qui sont des gros trucs. Moi, j'appelle ça des trucs, mais en fait, c'est quand même un sacré enjeu, notamment sur les questions du numérique. Il est aussi d'attaque pour vous dire, c'est intitulé Social et solidaire.
Donc là, en fait, on inscrit la question et la dimension de l'emploi pour tous et toutes comme étant un axe de travail fort, ce qui est assez nouveau. Et puis, en cinquième axe, on a la coopération. Donc là, effectivement, nous, on sait un peu de quoi on parle, mais c'est aussi à l'échelle d'une collectivité travailler de coopération voilà, entre les territoires, mais aussi assumer la coopération entre les acteurs publics et privés, mais avec du sens et toujours avec notre boussole de solidarité. Et puis, il y a le sixième et dernier axe, c'est de continuer à travailler sur l'innovation. Ça, c'est quelque chose qu'on portait de manière forte, et notamment l'innovation sociale. Donc, on est vraiment sur l'idée de redéfinir, en fait, voilà, de remettre à plat les questions de développement économique et d'attractivité. En fait, on va petit à petit moins parler d'attractivité comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec cette dimension européenne, internationale, et on va se recentrer sur une attractivité de proximité et construire du lien et de la coopération. Alors, voilà où on en est. On est le 9 juillet. Tout est allé très vite et on a vraiment besoin, en fait, on s'est dit qu'on avait vraiment besoin d'une photo un peu plus factuelle et scientifique, un peu froide, pour savoir si on allait dans la bonne direction. Parce qu'on a, comme vous, la sensation qu'en fait, c'est en septembre et en octobre qu'on va pouvoir voir un peu les dégâts, notamment, on parlait de trésorerie. J'ai entendu parler de trésorerie, et effectivement, on s'interroge aussi. Aujourd'hui, jusqu'ici, j'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien, mais voilà, la chute, vous connaissez cette réplique, la chute peut être dure, donc voilà, il faut vraiment qu'on anticipe. Donc voilà, pardon, j'ai beaucoup parlé. En fait, je vais présenter tout ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, on aura une stratégie de feuille de route. En fait, ça a remis un peu en question aussi notre manière de… Nous, en fait, on fonctionne par feuille de route ESS. Et on s'est dit, est-ce que du coup, on en fait une ou pas? Parce que tout ça vient bouleverser les choses, puisque vous avez bien vu, on est finalement au cœur de la machine maintenant, puisqu'on parle de social, solidaire, de coopération, de résilience, de création de valeur, enfin des trucs que l'ESS porte. Et on s'est dit, si, on va le faire quand même, parce que les acteurs de l'ESS, le territoire a besoin d'accélérer et de se doter d'outils d'accélération pour l'ESS, dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et j'ai entendu Rennes ou Bordeaux, je ne sais plus, qui a fait une subvention spécifique au SCOP dans le cadre de reprise. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut… il y a toute une stratégie de rebond, je ne sais pas comment ils appellent ça, SCOP, qui est hyper intéressante sur justement comment on peut anticiper les reprises économiques différemment. Et je pense qu'on a des choses à étudier sur la culture et des choses à étudier, voilà, des réponses à donner au monde de la culture. Je m'arrête, je parle trop, pardon. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions ou d'autres des contributions complémentaires? Non, Sandra, tu n'entends toujours pas. Je ne sais pas si je dois parler, j'ai réussi à entendre Maëlle, mais toi, j'arrive pas à t'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Tu m'as parlé, du coup? Oui, on se demandait comment ça va à Strasbourg. Strasbourg est fatigué, mais ça va. Tu m'étonnes. Moi, je n'ai pas vraiment préparé de présentation. Voilà, à Strasbourg, bon, ça va bien. On nous prévoit un plan de doublement des effectifs dans l'ESS sur Strasbourg, donc je ne vais quand même pas pleurer. Alors, je ne sais pas si les nouveaux élus sauront comment faire ou si c'est moi qui vais savoir le faire. Mais non, ils vont adhérer au RTVS, on va les aider. Mais ils sont déjà adhérents. Ah non, ça bloque. Bon, on a eu du mal à payer la subvention cette année, mais… Non, peut-être juste pour tout le monde, parce que… Ouais, non, juste pour tout le monde, parce qu'en fait, Jennifer Séguian, qui est élue
qui a été élu maire de Strasbourg, administration du RTES depuis son élection en 2014, c'est ça Alors, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit. Ah non, tu parles encore. En fait, on disait que Jeanne était devenue maire, qu'en plus Oui, d'être au conseil d'administration du RTES, elle est maire de Strasbourg maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, on a un poste à Strasbourg, il y a un poste qui a été créé de manière générale sur le SS depuis 2010, que j'ai remporté. Et depuis 2014, effectivement, donc Jeanne Barséguian était une de mes élues sur le SS, puisque j'en avais quelques-uns. Et donc, elle était déléguée. Il y avait un vice-président à l'Eurométropole sur l'économie sociale et solidaire, et Jeanne Barséguian était déléguée à l'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, elle a une bonne vision, et en plus, elle représentait nos collectivités, puisque moi, je suis à la fois sur la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Et du coup, Jeanne Barséguian a beaucoup représenté nos collectivités au RTES, et parfois le RTES aussi ailleurs, et notamment en Europe. Donc, elle est élue maire, effectivement. On attend les délégations et les questions d'Eurométropole. Et du coup, alors c'est vrai que le SS était chez nous très, très présent dans la campagne, ce qui fait que je trouve que du coup, on a eu un peu un retard à l'allumage sur la prise en compte de mesures, en tout cas spécifiques à l'ESS. Et alors, bon, j'ai entendu les collègues parler, hein, alors on a fait des choses vraiment similaires qu'il n'est peut-être pas nécessaire de rappeler. On a participé également à un fonds d'avance de trésorerie qui est porté par la région, qui s'appelle ici Résistance. On a également fait en sorte de régler le plus rapidement possible les subventions qui étaient en cours, mais également tout ce qui concernait les marchés publics, toutes les avances au niveau des marchés publics, ce qui fait que comme je l'ai entendu chez d'autres collègues, là, on s'est retrouvé aussi à un moment donné, on a fait un peu le point de ce qui avait pu être versé comme aide à l'ESS. Et en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Parce qu'effectivement, et ça c'est une analyse que nous livrait Alsace Active, puisqu'eux ils ont porté le fonds de secours au niveau du DLA avec le Haut-Commissariat à l'ESS. Et en fait, ils nous faisaient le retour que finalement, les structures n'avaient pas trop eu besoin de trésorerie, parce que justement, toutes les activités s'étaient arrêtées, et de l'autre côté, toutes les subventions avaient été versées, maintenues pour la plupart. Je crois que quand même la plupart des collectivités ont fait cet effort-là. Enfin, en tout cas, nous, la ville et l'Eurométropole l'ont fait. Donc du coup, par contre, tout le monde est conscient que les difficultés, elles vont arriver maintenant. Après, du coup, peut-être plus insister sur ce que nous, on a pu faire de spécifique, parce que bon, on a aussi bloqué un certain nombre de loyers, etc. Et nous, ce qu'on a pu faire de plus spécifique, c'est qu'à un moment donné, on a fait des remontées de terrain au niveau des acteurs, c'est-à-dire ce que eux voyaient comme difficulté, et puis voyaient comme réponse à ces difficultés, ce qui fait que au bout d'un moment, on a eu des rencontres avec nos élus, et notamment le président de l'Eurométropole, qui a dégagé directement des aides directes. Alors c'est vrai que nous, on a une convention avec la région, donc et nos stratégies ont été, nos stratégies de développement économique ont pu être travaillées ensemble, et donc on a cette convention qui nous permet de mettre un certain nombre de fonds directement sur le terrain. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois d'avoir des réponses, alors qui sont maintenant plus dans l'ordre de la réponse à l'après-crise, hein, qui sont plutôt structurantes pour le secteur. Alors notamment une subvention à la CRES, avec qui on a une convention pluriannuelle d'objectifs de manière générale, mais là pour les renforcer, pour qu'ils puissent faire une sorte d'interface, mais un peu comme le font aussi la Chambre de commerce,
la chambre des métiers, etc., entre le terrain et la collectivité pour aider à l'accessibilité de tous les dispositifs qui ont pu être mis en œuvre par nos collectivités. Parce que finalement, voilà, nous, on a eu des dispositifs. Alors, la ville a eu un dispositif sur la culture, on a un dispositif sur le numérique, on a un dispositif sur l'emploi. Enfin, j'en ai listé quelques-uns. On a un AMI dans le cadre de territoire de santé de demain, qui est l'opération, entre guillemets, TIGA de l'époque qu'on a obtenue. Donc, tout ça, en fait, on a essayé, enfin, ce qu'on va faire là, et du coup, la CRES a des moyens pour ça, c'est essayer de faire en sorte que nos acteurs aient le plus possible accès à ces dispositifs-là. Si je prends un exemple, c'est le dispositif Bicom sur la montée en compétences sur le numérique, où là, il y a 300 000 euros, où l'idée, c'est de partir d'un diagnostic, de voir de quelle manière la structure a besoin de monter en compétences d'un point de vue du numérique et de l'accompagner avec donc ce diagnostic, de la formation, une petite aide financière si c'est nécessaire. Et voilà, on a essayé de mailler tout ça. Après, on a aussi, voilà, avec il y a des aides directes que j'ai même peut-être pas forcément vues, hein, puisqu'on est plusieurs à intervenir dans la collectivité auprès d'associations. Mais en tout cas, moi, par exemple, ce que j'ai géré, c'est ce fonds de 100 000 euros où on a essayé de renforcer là où ça pouvait directement aider les acteurs. Ok, merci beaucoup Sandra. Je suis désolée parce qu'il est déjà 28. Alors, Fabienne demande si tu peux partager la convention d'objectifs avec la CRES. Voilà, si c'est possible, on pourra l'envoyer à l'ensemble des participants à la visio. Il y a également donc une question de Juliette qui demande d'être une équipe de combien à Strasbourg? x2. Alors, ce qui va être doublé, ils veulent doubler le nombre d'emplois dans l'ESS. Hein, ce n'est pas les effectifs au niveau de l'Eurométropole, okay. Parce que sinon, ce n'est pas hyper ambitieux. Ah, c'est pour ça, je pensais que c'était passé de 1 à 2. Non. Ok, mais bon, tu es toute seule aujourd'hui à porter l'ESS. Voilà, alors je suis toute seule sur l'ESS et j'ai une collègue qui travaille sur les clauses dans les marchés publics avec le service de la commande publique. Voilà. Merci. Je suis désolée parce que comme on avait prévu l'habitude, je vais juste partager les résultats, le sondage donc sur les aides directes aux entreprises. Donc il y a 6 métropoles qui ont répondu. Voilà, moitié peuvent faire des aides directes, moitié ne peuvent pas, et 67% ont une convention avec la région et 33% n'en ont pas. Peut-être juste pour la prochaine rencontre. Floriane, je ne sais pas si tu veux allumer ton micro et qu'on puisse. Ouais, super, parce que bon, pour tout vous dire, on n'a pas forcément eu trop le temps de préparer avec la VIS, avec qui on coanime ce travail sur la métropole, cette rencontre. Et la VIS avec qui surtout on a réalisé l'année dernière un peu un état des lieux des politiques de ESS et d'éducation sociale au sein des métropoles, que vous avez sans doute tous reçu. Enfin, je pense que vous avez tous reçu. Si ce n'est pas le cas, vraiment, vous nous le dites. On vous en envoie quelques exemplaires. La publication, de toute façon, en ligne sur le site du RTS et de la VIS. Donc, c'est pour ça que je vous demandais. Enfin, je pense qu'on va essayer, avec la VIS, d'actualiser certains éléments de la publication. Et donc, notamment, ce qui concerne les éléments plus sur le portage politique et les orientations des métropoles, parce que c'est un document qui nous semble, j'espère que c'est important aussi pour vous de pouvoir partager ce qui est sur la métropole. Et en tout cas, on a eu une première vision sur la mandature 2014-2020 de la place de l'ESS dans les exécutifs métropolitains et dans les services, et on espère que pour la prochaine mandature, cette place sera renforcée. En tout cas, on va refaire un peu ce panorama après septembre. Peut-être juste avant que les personnes nous quittent, jusqu'à 15h30, pour la prochaine rencontre métropole et ESS, on voulait vous proposer peut-être quelques sujets et période, enfin pour une date plus précise, on fera un doodle, mais peut-être sur les sujets thématiques pour une prochaine rencontre métropole et ESS.
avoir un peu votre avis sur les sujets que vous souhaitez voir abordés. Et peut-être je peux faire des propositions parce qu'on a eu en fait quelques demandes de collectivités sur des sujets. Les SIC, les SIC. Donc c'est effectivement. J'ai de la suite dans les idées. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est effectivement un sujet qui est vraiment qui est très important, avec la question que c'est pas forcément spécifique aux métropoles. Enfin, c'est la question des SIC concerne tous les niveaux de collectivités locales, intercommunalités et autres. Donc en tout cas, c'est un sujet qu'on va travailler au RTES. On a déjà eu plusieurs rencontres sur ce sujet. Il y a toujours des questions qui se posent, des approfondissements. Voilà, donc le sujet des SIC, hein, ok. On avait également été interpellé sur la question des SIEG, des services d'intérêt économique général, donc là, sur des questions peut-être qui sont plus directement en lien avec les compétences des collectivités, puisque notamment par rapport à la question de la gestion des déchets, on a eu quelques interpellations sur les SIEG, qui est un sujet qui est… Ouais, Nathalie est partante, Nathalie Ray, donc de Rennes Métropole, qui est à la fois une question assez technique et qui est encore aujourd'hui un peu, comment dire, expérimentale. Hein. Je ne sais pas comment dire, Sandra, tu as peut-être un meilleur terme que moi, mais en tout cas, c'est encore un sujet sur lequel le cadre réglementaire se construit aussi en faisant et avec les premières expériences de collectivités qui ont pu porter ces SIEG. Donc, il y avait la question des sites des SIEG. Alors, Laetitia Robert, très intéressée par le sujet des SIEG. Il y avait également donc une proposition de Juliette sur la question des tiers-lieux, qui est effectivement une question importante. Alors, ouais, beaucoup de projets vous remontent. Il y a une structuration nationale qui s'est mise en place avec l'association France Tiers-Lieux qui fait des choses très intéressantes. Peut-être que ça peut être effectivement un sujet. Voilà. Je vous propose de faire en direct remonter vos propositions. Comme ça. Webinaire bientôt de France Tiers-Lieux. Voilà. Donc il y a effectivement France Tiers-Lieux qui fait, enfin je pense, un travail vraiment très intéressant et avec la participation aussi de la coopérative Tiers-Lieux de Nouvelle-Aquitaine qui est vraiment, je pense qu'il va être un très bon travail d'accompagnement. Mais le rôle des collectivités, alors c'est toujours un peu de porter ça, mais en tout cas, on vous donnera, Juliette, les éléments sur le prochain webinaire de l'association France Tiers-Lieux. Donc, SIC, SIEG, Tiers-Lieux, il y avait également… il y avait d'autres sujets qui étaient passés, non Anne-Laure ? Ouais. Oui, j'aurais du mal à le mettre par écrit, mais dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, peut-être qu'un temps d'échange par rapport à la manière dont on met en musique nos coopérations économiques avec entre les régions et les métropoles. C'est peut-être un sujet intéressant parce que j'ai entendu plusieurs collègues là-dessus, là, et je pense qu'on a tous des pratiques différentes et ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. C'est assez spécifique. Tout à fait. Je lève la main parce que j'ai pas pu noter par écrit, ça ne fonctionnait pas. Avec les tiers-lieux, moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est vraiment à nouveau de reparler de portage foncier immobilier sur ces lieux aussi hybrides, puisque même si on avait fait des rencontres nationales sur le sujet, je pense qu'il y a de plus en plus d'expérience et de compétences là à travers le projet. Je pense que ça serait bien qu'on continue à partager régulièrement là-dessus. Voilà, ça évolue vite. Ok, merci. Par rapport à la question de Sophie Vito sur les fusions d'associations liées au Covid, alors là, je vous invite peut-être, je vous renvoie vers l'étude du mouvement associatif et de recherche et de solidarité qui vient de publier la deuxième vague de leur étude importante auprès des associations où effectivement, voilà, ce mouvement de fusion, et c'est aussi une question qui est importante, le rôle possible
des collectivités en matière d'accompagnement, alors pas forcément la fusion, mais en tout cas la coopération entre associations sur un territoire. Mais l'étude mouvement associatif pourra donner quelques éléments sur les conséquences du Covid. Ah, une réunion SIG. Ok, Floriane, est-ce qu'une rencontre octobre, deuxième quinzaine d'octobre? Il faut vérifier, enfin, je ne peux pas dire ça maintenant tout de suite sans consulter la com avise, mais oui, a priori. Moi, je trouve que ce serait bien parce qu'on sent bien que les plans de relance qui existeront ou pas, enfin, en tous les cas, le temps que les équipes se mettent en place et puis voilà. Je trouve que ce serait chouette qu'on ait un autre point en fait d'échange. Oui, carrément. On pourra proposer des dates. Ouais, ok. Et puis en tout cas, on a un programme de travail sur les prochaines années. Voilà. Avec, on espère, beaucoup de nouveaux élus à l'ESS dans vos métropoles. Merci. Oui, ce sera la grande surprise, mais enfin, je doute que si on n'a pas d'élu ESS à la métropole, ce serait quand même une grosse surprise. La question, c'est de savoir est-ce que ce sera vraiment un élu, un vice-président dédié, ou est-ce que ce sera un délégué art attaché à l'éco. Enfin, moi, à titre personnel, sur la dernière mandature, on avait une VP, j'ai trouvé ça super au début, mais en fait, assez rapidement, c'était moins super parce que comme elle ne s'entendait pas avec la VP Éco, du coup, ça ne fonctionnait pas du tout. C'est notre problème de cogestion avec des élus de droite et de gauche qui ont des délégations où ils distribuent un peu les délégations. Et là, en l'occurrence, ça ne fonctionnait absolument pas. Et l'ESS s'est retrouvé assez marginalisé dans tout le processus. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais à suivre. L'ancienne VP sera peut-être présidente de la métropole. Ça va être un bon signe. Super. Merci. Je propose peut-être juste d'allumer vos caméras pour une dernière petite capture d'écran, que tout le monde allume sa caméra. Ah ben voilà, Sophie. Merci beaucoup à tout le monde. Est-ce que je vous souhaite un bel été? Oui, parce que tout le monde va partir en vacances et on a besoin. Continuez à vous laver les mains. Hein. Profitez-en parce que je pense que on va parler beaucoup de SS, mais on ne va pas faire qu'en parler. Ça va s'accélérer pour nous et pour les acteurs. On a intérêt d'être en forme. Donc, merci pour votre participation et puis bel été à toutes et à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, votre caméra est allumée un peu tard. Je ne sais pas si vous... Si vous souhaitiez intervenir. Ah, on vous a reperdu. Et alors, j'ai un trou sur la métropole. Madame Bourreau, c'est Tours. Tours. Allez, Bourreau, Tours. Mince. Dommage. Bon, Annie, est-ce que vous nous entendez? Non. Bon. Bon, en tout cas, Annie, on vous a vu rapidement et puis on espère voilà, poursuivre les échanges parce que pour le coup, il va y avoir sans doute quelques changements. Incroyable. Non. Non, on ne voit pas. Ok. Je vais y aller, Anne-Laure et Maëlle, merci. Et puis, merci. on peut peut-être, on fera ça par écrit, mais ouais, pour trouver une date et pour voir sur les sujets tout qui sont remontés. Donc, ok, super. Je sais plus. De quoi?
Floriane, tu as trouvé ça comment, toi? Ah oui, oui, très bien. Enfin, De toute façon, tu connaissais déjà. les métropoles? Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu que Paris ne soit pas venu. Bah ouais, mais surtout Perrine, elle a confirmé hier qu'elle pouvait participer. Ok. Dommage. Et ouais, Mais- ils ont une urgence aujourd'hui. Par contre, elle a envoyé le plan de Paris. Donc, je vais le partager. Et puis, ben, alors, attends, je ne sais plus. Paris, parce que, a priori, la présidence, ce serait l'ancien conseiller de Valérie Pécresse, c'est ça? Ouais, il y a. Bah, du coup, ce sera plus. Enfin, probablement plus. Ollier. C'est ça, Patrick Ollier. Ouais. Et elle passerait LR pendant son. Et je ne me rappelle plus du nom du candidat. Mais ça se passe l'après-midi, en fait, les élections. Ouais, mais c'est ça, c'est un jeune de 36 ans qui. Ouais. Bon, déjà en termes de génération, je pense que c'est peut-être pas mal quand même. 36 ans, c'est plus très jeune. Voilà. Pour un élu. Pour un élu, c'est jeune. Ah ouais, forcément. Voilà. Ok, merci. Bah, merci beaucoup. Et puis, Bonne journée. Bonne journée. Éventuellement, bel été. Ouais, ben merci. Juste, Floriane, est-ce que tu es là le 15 juillet? Je ne sais plus que. Moi, je suis là. Ok, parce que je rentre le 15 juillet de congé. Oui, je sais. Ça marche. Ok. Tu repars quand? Juste pour. Tu repars en août? Ok, comme moi. Ok. Ouais. Donc, parfait. Ok. Et ben, bonnes vacances. Ouais, ben, merci. Allez, bonne fin de semaine. Salut.